Cécile Duflot, rebonsoir. Bonsoir. On va commencer par la manifestation prévue demain. Je vous propose qu'on réécoute Bruno Retailleau, qui est assez inquiet sur la manière dont ça va se passer. Les moyens massifs, c'est plus de 80 000 policiers et gendarmes, des moyens technologiques, de drones, mais aussi de Centaures, 24 Centaures. Les Centaures, qu'est-ce que c'est, redites-nous ? Ce sont des engins blindés de la gendarmerie nationale qui permettent de faire face à des troubles les plus graves, des émeutes, etc. Et puis 10 engins lanceurs d'eau, là aussi, avec des mesures de prévention avec l'autorité judiciaire, des fouilles par exemple, pour qu'on puisse voir si dans des sacs il peut y avoir des objets qui pourraient être des armes par destination. Alors Cécile Duflot avait l'air très énervée en écoutant Bruno Retailleau. Qu'est-ce qui vous a énervé ? Il y a deux choses. D'abord, je trouve qu'on est devenu dans un moment assez bizarre où des ministres qui sont plus ministres, puisque le gouvernement est tombé, continuent de s'exprimer et même de jouer. Ils ne gèrent pas seulement les affaires courantes, parce que la manière dont ils s'expriment... Si le ministre de l'Intérieur était aux abris et n'assurait pas l'ordre public demain. On peut assurer l'ordre public sans mettre de l'huile sur le feu en allant à la télévision. Donc voilà. Là, il met de l'huile sur le feu. Le travail d'un ministre, c'est effectivement de diriger son administration, de gérer les affaires courantes. Et quand on est ministre de l'Intérieur, une manifestation, ça en fait évidemment partie, mais pas en rajoutant des phrases et des mots sur les blindés et que sais-je encore. C'est des manifestations organisées par l'intersyndicale. Je veux dire, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais il ne met pas en cause les organisateurs. Il met en cause un certain nombre d'éléments venus de l'étranger. Oui, alors vous savez, cette phrase-là, moi je trouve qu'il faut effectivement... Moi, je déteste les manifestations violentes. J'en ai fait beaucoup des manifestations. Je trouve que c'est extrêmement difficile à vivre et que par ailleurs, c'est très désagréable pour la cause qu'on défend parce qu'on retient plus que les manifestations de violence. Donc, je ne suis pas du tout complaisante avec ça. Mais là, en revanche, j'ai l'impression qu'il y a une forme presque d'attente de la part du ministre de l'Intérieur que ça dégénère et notamment parce que ces manifestations sont annoncées comme extrêmement massives. Là, il met de l'huile sur le feu. Il ne fait pas son métier. Faire son métier, c'est faire ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de le raconter. C'est très bien que le métier, on le fait, que la communication est nécessaire pour dire qu'on a mobilisé beaucoup de personnes, quitte à envoyer un warning aux gens qui vont défiler en disant on sera là. Voilà, donc c'est pas très... Vous pouvez trouver... non, je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis en train de dire que je pense que c'est périphérique. Je vous ai entendu tout à l'heure. Alors, moi, ce que je trouve pas périphérique, c'est justement le fait qu'il y ait cette grande mobilisation. Oxfam, d'ailleurs, participera demain aux manifestations. Mais ça fait 7 ans maintenant qu'on dit que les choix fiscaux qui ont été faits vont aggraver les inégalités. On est dans une situation où le taux de pauvreté est le plus élevé en France depuis 30 ans, où il faut revenir au début des années 70 pour avoir un tel taux d'inégalité et où pendant ces mêmes années, ces dernières 30 ans, c'est le magazine Challenge qui l'a montré, la fortune des 500 foyers les plus riches en France a été multipliée par 14. Donc on est dans une situation qui est totalement inacceptable pour l'esprit même du peuple français qui est si attaché à l'égalité et qui s'est constitué, qui a constitué la République par la fin des privilèges. Donc on voit bien qu'il faut une action politique résolue, qui ne soit pas de mettre des blindés dans la rue, mais bien de s'attaquer à cette question-là. On va écouter Cyrielle Châtelain, votre parti ou votre ancien parti, je ne sais pas si vous êtes toujours membre des écologistes, vous ne l'êtes plus, était reçu à Matignon aujourd'hui. Voici ce qu'a dit la présidente des députés écologistes à la sortie. On voit bien qu'il est toujours prisonnier du logiciel macroniste. Donc voilà, il essaye finalement un peu de faire rentrer des ronds dans des carrés. Donc la question pour nous, elle est simple. Il n'y a eu aucune raison à ce stade de ne pas censurer. Et donc c'est soit Sébastien Lecornu renverse la table, soit il sera renversé. Est-ce que ça laisse vraiment place à une forme de compromis ? Quand on entend aussi bien Olivier Faure que Cyrielle Châtelain, et je ne parle pas de LFI parce qu'ils n'y vont pas, en disant en gros, c'est soit il y a une rupture totale, soit on le met dehors. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un chemin de négociation, un peu comme dit François Hollande, qui pourrait s'ouvrir entre la gauche et le gouvernement ? Alors, le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ce pays. Et est-ce que ce budget-là, c'est un budget qui répond notamment... Celui-là, il est mort, il est fini ce budget. Non, mais pour l'instant, c'est celui qui avait été préparé. Donc la question, c'est de savoir est-ce que ce budget, tel qu'il avait été annoncé et préparé, qui continue des choix, qui sont notamment des choix fiscaux qui ont aggravé les inégalités, est pertinent ou pas ? Pour nous, évidemment, il n'est pas pertinent. Est-ce que, étant donné la situation démocratique de notre pays, c'est-à-dire une absence de majorité, il n'y a pas une nécessité de trouver des compromis? Oui, mais trouver des compromis, ça veut dire notamment que tous ceux
tout ce qu'a porté Emmanuel Macron depuis des années, il doit reconnaître que une partie de ce qu'il a fait n'était pas pertinent et qu'il faut changer. Mais quand vous Donc ça nécessite de faire des efforts, bien sûr. Quand vous dites trouver des compromis, c'est pas les mêmes termes que Cyrielle Châtelain qui dit. Mais j'ai pas du tout la même fonction. Elle joue son rôle et elle le joue comme elle l'entend. Je dis simplement que c'est factuel et que là, l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, c'est qu'Emmanuel Macron et ceux qui l'entourent ne reconnaissent pas qu'une partie de leur choix était une erreur. C'est pas une mauvaise chose de se dire qu'on s'est trompé ou que quelque chose n'a pas marché. Donc ça nécessite évidemment de bouger de manière très significative, en particulier sur un sujet qui est vraiment le nez au milieu de la figure et depuis très longtemps, qui est la taxation des plus fortunés, qui aujourd'hui bénéficie de fait, les milliardaires, d'une forme de paradis fiscal en France. Est-ce que c'est supportable? Non. Dit qu'il est d'accord ou est en train de bouger en disant qu'il veut lutter contre la suroptimisation fiscale, c'est-à-dire des gens qui finalement ont des revenus et qui paient moins d'impôts proportionnellement. Ce que vous connaissez par cœur chez Oxfam. C'est ce qu'on explique à longueur. Il considère en revanche que ce ne sera pas la taxe Zuckman parce qu'il faut que l'outil de travail soit exonéré s'il y a un effort de ce côté-là et qui n'est pas que symbolique, c'est-à-dire en touchant 1200 personnes. Est-ce que vous considérez que c'est déjà quelque chose qui fait qu'on peut commencer à discuter vraiment? Mais le principe de la taxe Zuckman, c'est justement de dire il doit y avoir un plancher. On ne doit pas pouvoir moins payer en proportion quand on est plus riche. Donc, on va pas refaire l'éternel débat de la start-up. Alors, vous savez, je vais vous dire cette histoire-là, ça me fait sourire. C'est un peu la même histoire qu'au moment du débat sur l'ISF, sur la maison de l'île de Ré. Il y a toujours une espèce d'histoire qu'on raconte. Le sujet, c'est pas... C'est un appel dans l'opinion hier d'un certain nombre de patrons de la tech, c'est pas une histoire de la maison à l'île de Ré parce que c'est du politique et que la taxe foncière augmente. Personne n'est de tous ceux qui défendent cette taxation juste. D'ailleurs, j'ai entendu Jean Tirole trouve que c'est pas une bonne idée. Vous pouvez trouver que c'est pas une bonne idée. Je dis que c'est une bonne idée de pouvoir se dire que si on veut que une société vive en paix, que ça doit être d'ailleurs l'objectif numéro 1 d'un gouvernement, la paix civile, il faut que la justice irrigue une politique fiscale. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce plancher que propose la taxe Zuckman, c'est simplement remettre de la justice. C'est pas la révolution non plus. J'ai compris, mais ça veut dire que vous dites que c'est la taxe Zuckman ou rien, où vous êtes prêt à considérer comme un progrès un autre dispositif qui aboutirait à plus de justice fiscale, qui permettrait de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, ou alors vous avez un fétichisme de la taxe Zuckman. Vous entendez que dans votre question, il y a un grave sous-entendu avec le terme fétichisme qui consiste à dire que quand on pense qu'un dispositif est bon, c'est qu'on est dans une... Pas du tout. C'est un procès d'intention. C'est un processus. C'est un procès que je n'accepte pas. Vous avez dit vous-même, il faut discuter. Donc quand on discute, on peut trouver que finalement, si un autre dispositif aboutit au même résultat, eh bien, on peut peut-être... Si c'est un autre dispositif qui aboutit au même résultat, il risque de ressembler au même dispositif. Mais si vous avez... Vous faites semblant de ne pas comprendre ma question. Non, je comprends très bien votre question. La question, c'est de savoir quelle est l'ambition, en fait. Bien, voilà, ok, on est d'accord. Quelle est l'ambition? Quel niveau de recette? De la rentrée d'argent. Voilà. Exactement. Quel niveau de recette et sans qui ça cible? atteindre l'emploi, le niveau de l'emploi. Mais quand vous parliez des biens professionnels, il y a un autre sujet, qui est un autre impensé, qui est celui des super-héritages, qui du fait des dispositions qui sont en vigueur aujourd'hui, transforment des yachts, des châteaux en biens professionnels. On est d'accord. S'ils font partie d'une... Donc il y a les deux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur ce qu'on appelle des biens professionnels. Parce que finalement, on a mis en place des dispositifs en disant ça touche les biens professionnels, et puis on s'est organisé pour faire rentrer dans les biens professionnels des biens qui n'ont rien de professionnel, en disant mais... ça ne peut pas être taxé, ce sont des biens professionnels. C'est un peu technique ce que je raconte parce que, en fait, quand on change les dispositifs, si on n'est pas attentif, on crée à l'intérieur des trappes pour éviter qu'ils s'appliquent. Donc le sujet, c'est est-ce que les milliardaires en France doivent bénéficier d'un paradis fiscal? La réponse est non. Est-ce que une partie d'entre eux, j'en suis sûre, sont prêts à cette solidarité? Oui. Est-ce qu'il y a la question des grandes entreprises et des super profits à remettre sur la table? Également. Est-ce que la question de la flat tax aussi pourrait être mise en débat? Il y a beaucoup de sujets. 30%, oui. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être mis en discussion. Voilà. Parce que la France est en queue de peloton dans la qualité de vie au travail, en tête de peloton
largement devant pour la distribution on de peut imaginer que dividendes. ça se fait à l'occasion d'un programme présidentiel, c'est qu'on remet tout à plat. Est-ce que vous êtes satisfaite par rapport à votre époque, si j'ose dire, de l'état de la gauche ? Quand on voit que le Parti socialiste ne parle pas, ça vous fait rire. Ça fait parce que je ne m'attendais pas à cette question du tout. Parce que je pense que... Parce qu'on est en période, si on parle de dissolution... C'est bizarre si vous n'y attendiez pas. Si on dissout, c'est pour des législatives. Si c'est des législatives, on doit avoir un programme. Mais je dis pas du tout, là mon propos n'est pas de dire qu'il faudrait dissoudre. D'ailleurs, je pense que ça fait 2 élections de suite que les Français, le corps collectif qui vote, ne dégage pas de majorité à l'Assemblée. Pour moi, ça dit quelque chose. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait une dissolution là, après-demain, et qu'il y ait le même résultat. Alors, donc la question, c'est comment on gouverne la France. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il y a une attente donc là, très forte. Vous êtes en train de dire très clairement qu'une dissolution, c'est pas souhaitable, ça sert à rien. Je dis pas ça, je dis que ça peut si on dit il faut dissoudre, si on dit il faut dissoudre, il faut trouver les voies et moyens de s'entendre. Écoutez-moi, je dis s'il faut dissoudre pour avoir une majorité claire, je dis on n'a pas du tout la certitude à l'issue d'une dissolution qu'il y aura une majorité claire qui pourra mettre en œuvre une autre politique. Ce que je souhaiterais qu'il y ait une autre politique que celle qui a été menée, mais je pense qu'il faut quand même là. Et je pense que c'est important, et ce serait important de la part du Premier ministre, qui apparaît comme un très très proche d'Emmanuel Macron, que notamment... C'est que c'est dur de vous poser des questions, de vous interrompre. J'essaie de vous répondre de manière un peu détaillée. Je voudrais qu'on écoute, pour la gauche, pour que les choses soient plus claires, je voudrais qu'on écoute Mathilde Panot ce matin. Voilà, elle a dit des choses, donc comme ça, vous pourrez répondre sur des éléments concrets sur où en est la gauche. Vous savez, ce qui est en train de se passer, c'est que le Parti socialiste est en train de créer un front anti-LFI, un front républicain qui va du PS, de la Macronie à la droite. Voilà ce qui est en train de se passer. Quand vous avez, par exemple, François Hollande qui explique ça. Quand vous avez un candidat à Paris qui explique qu'il n'y aura pas d'alliance au premier tour avec la France insoumise, mais qu'il n'y aura pas d'alliance au second tour avec la France insoumise, cela veut dire qu'il préfère un macroniste de la droite, de l'extrême droite, à la France insoumise. Vous vous arrachez les cheveux quand vous voyez l'état de... L'union de la gauche, pas l'union de la gauche. Alors, de la gauche. Je suis dans une situation très personnelle. Vous avez dit que j'étais la directrice Oxfam. Je viens de passer une semaine avec mes collègues qui viennent du monde entier. Ça sent la non-réponse. Ça sent pas la non-réponse. Ça sent le fait que quand vous passez 3 heures à discuter avec nos collègues qui nous parlaient depuis Gaza, vous avez une difficulté à pouvoir regarder avec patience effectivement le niveau du débat politique en France. Donc c'est une réponse. Voilà. C'est une réponse. Je le dis très très sincèrement. Je le dis très sincèrement. Et je pense que nous allons devoir tous faire face à des enjeux considérables. Le dérèglement climatique, l'aggravation des inégalités, ou même si on aboutit à quelques compromis, on n'enrayera pas des années de politique qui nous ont fait reculer. On a besoin de la mobilisation de tout le monde, et y compris des entreprises, et y compris de gens qui, a priori, au départ, n'étaient pas d'accord. C'est noble d'être d'accord sur un programme. C'est noble de considérer que l'OTAN, il faut... Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce qu'il y a, les divergences entre LFI, le PS et l'écologie, c'est pas des choses minables. Non, mais par ailleurs, essentielles. Par ailleurs, c'est très. Donc, par ailleurs, je le dis, j'étais en Turquie. C'est très sain aussi quand il y a plusieurs partis, quand il y a plusieurs expressions, et vous voulez dire quoi ? Et que les gens peuvent voter, et qu'ensuite, en fait, on peut travailler ensemble sans être d'accord sur tout. Ça a toujours été ma conviction. C'est ma conviction dans le cadre de coalition au sein de la société civile. Il y a des gens avec qui on travaille, on n'est pas d'accord sur tout, et on peut quand même trouver des points d'accord. Donc, y compris avec LFI. Mais la question, c'est la question, c'est de savoir aujourd'hui, enfin, si on fait des calculs, moi, ça me fait marrer parce que l'Assemblée nationale, elle est simple aujourd'hui. Il y a une majorité, c'est la gauche et le Rassemblement national. Ça n'existe pas. Il y a une autre majorité, celle qui essaye de vivre, c'est la droite et les centristes, mais qui ont besoin du soutien du Rassemblement national. Sinon, ils tombent, c'est ce qu'on a vu depuis 2 ans. Des socialistes. Et il y en a une autre, c'est la gauche et les centristes. Ça, c'est mathématique. C'est pas est-ce que vous le souhaitez ou pas. C'est mathématique. Et dans plein d'autres pays, c'est comme ça qu'on aborderait la démocratie. On n'a pas l'habitude en France, parce qu'on a eu l'habitude que le président de la République ait une majorité intégrale à l'Assemblée qui lui obéisse. Ça vous fait de la journaliste politique, ce non, qu'on essaye de faire nous-mêmes. Non, je ne fais pas la journaliste politique, je fais la démocrate. Pardon de le dire. Je ne dis pas que ça me plaît ou que ça ne me plaît pas. Je regarde la réalité. Et je dis, face à cette réalité, oui, je pense qu'il faut évidemment qu'un certain nombre de ceux qui ont soutenu le président de la République soient conscients qu'ils sont allés trop loin sur les retraites, sur les inégalités, qu'il va falloir reculer, qu'ils ne sont pas allés assez loin sur l'écologie, et est-ce qu'il y a une coalition qui peut se former au travers de ces questions de l'urgence climatique et de la nécessité de remettre rapidement de la justice sociale qui passe par un meilleur financement des services publics et donc
par une fiscalité différente, et notamment sur les grandes entreprises qui ont profité des aides publiques de l'État pendant le Covid, oui, je pense qu'il doit y avoir ce point d'accord-là qui se dégage. Ce que vous venez de dire est fondamental. Parce que nous, notre métier, c'est de décrypter ce que vous avez dit. Vous auriez pu nous dire, mais chez LFI, il y a des gens très bien avec qui on peut travailler. Vous avez choisi de dire, il y a à l'intérieur de la majorité des gens qui doivent encore faire un petit effort, mais avec qui, finalement... Mais je donne pas de conseils. Je regarde la réalité. Et je trouve que dans ce moment-ci... La coalition la plus pertinente serait des gens à visage humain, si je puis dire, dans la majorité, qui travailleraient avec la gauche raisonnable. Tout le monde a un visage humain. Oui, c'est dur de dire ça. C'est plus à la mode de dire qu'on pense que tout le monde fait partie de l'humanité. Juste pour la clarté des gens, que les gens qui écoutent comprennent quelque chose. Mais je pense que les gens qui écoutent, ils comprennent. Les écologistes. Mais moi, alors, pardon, mais si vous voulez avoir devant vous quelqu'un qui parle du jeu politique, de ce que doivent faire ou pas les écologistes, et parler à Jean-Luc Mélenchon ou pas, il ne faut pas m'inviter, moi. C'est pas vous, pas ça. Parce que vous avez fait de la politique, vous avez adoré faire de la politique. Et ça fait 8 ans que je dirige une ONG. Enfin, bientôt 8 ans. Simplement, est-ce que vous considérez que une majorité arc-en-ciel avec du LFI, des écolos et du PS, c'est ça la voie de l'avenir? On ne sait plus si les écologistes sont arrimés à LFI ou peuvent travailler avec les... Mais vous poserez la question aux écologistes. Moi, je suis convaincue, en tant que directrice d'ONG, qu'il faut absolument mener maintenant des politiques de justice fiscale et sociale sans attendre 2027 ou 2032 ou je ne sais quoi. Mais comment on fait puisque... Eh bien, il faut le faire avec les gens qui sont là. Il faut le faire avec les gens qui sont là, ce qui nécessite que tout le monde fasse des efforts. Mais en revanche, et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas une majorité avec juste la gauche. Ça n'existe pas. Donc voilà, c'est factuel. Un veto, a priori, à tout ce qui peut venir du bloc central. Je n'ai pas à mettre de veto, ça n'est pas mon rôle. En revanche, mon rôle, c'est de dire qu'on ne peut pas attendre 2027, que je comprends, et je comprends très bien, justement parce que j'ai fait de la politique pendant longtemps, que certains puissent indexer leur attitude par rapport à la gestion de l'État sur les prochaines élections, 2027 ou même sur les élections municipales. Je le comprends. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais je le comprends. En revanche, je suis convaincue qu'on n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre. On est en septembre 2025. On ne peut pas attendre 1 an et demi que des décisions soient prises, notamment pour faire face à une souffrance sociale qui est réelle. Quand on a le record, je le redis, le record de taux de pauvreté en France depuis 30 ans. On ne peut pas se satisfaire de cette situation. Vous dites qu'il y a de la souffrance sociale, mais vous dites que tout le monde doit faire des efforts. Si j'essaye de mélanger ces deux phrases, est-ce que vous êtes prête à abandonner la revendication de la gauche de la suspension de la réforme des retraites si la gauche obtient par ailleurs une fiscalité intéressante sur les hauts revenus, est-ce que c'est un effort que vous êtes prêt à faire? Mais en fait, sur les retraites, il y a eu un mouvement social énorme, un soutien de la population massif et pas de majorité à l'Assemblée pour voter la réforme qui a été votée, qui est passée par le 49.3. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et par ailleurs, dans ce mouvement et dans ceux qui le soutenaient et qui l'ont mené, il y a des syndicats, dont des syndicats qui travaillent cette question de longue date et qui ont dit qu'il y avait d'autres solutions que de mettre en œuvre la réforme telle qu'elle a été mise en œuvre. Donc moi, je fais confiance aux syndicats qui sont tout à fait capable de dimensionner une autre réforme. Et quand la CFDT, pour pas la nommer, dit les 64 ans, c'est pas normal, je pense qu'ils ont raison. Mais la suspension, la même CFDT laisse entendre que la suspension lui suffirait et pas l'abrogation. Vous êtes d'accord? Mais le sujet, c'est de savoir s'il faut une autre réforme. Une autre réforme, là, il n'y a pas non plus de majorité pour la voter. Non. Je poursuis ma logique. Donc, évidemment, on se dit que ça, en revanche, le rendez-vous va être à un moment où il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre une autre disposition. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est là où je pense que le gouvernement s'est trompé, si la mobilisation a été aussi massive dans ce mouvement, c'est qu'une partie de la jeunesse l'a soutenue pas pour eux, parce que la retraite dans 40 ans... personne ne voit bien ce que ce sera. En revanche, que des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont le dos cassé et à qui on dit ça va être 6 mois de plus, que ça c'est fondamentalement injuste et que ça fait l'objet d'un soutien massif, c'est une réalité. Il peut y avoir des soutiens massifs. Au moment de la loi El Khomri, il y avait un soutien qui n'était pas massif à la politique et c'est pas une raison pour laquelle ça était pourtant sous la gauche. Donc vous voyez, c'était pas la même chose. Non mais d'accord, mais le fait qu'il y ait un soutien, que les gens soient contre, on n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de... moi, je suis une démocrate. C'est une légère majorité de gens. Moi, je suis une démocrate. Donc, je considère quand même que la question, elle se pose et elle doit se mettre en œuvre à la fois de deux manières. Un, par les élections, mais ensuite, dans le cadre d'une démocratie sociale vivante où les partenaires sociaux, et notamment les syndicats, sont associés. C'est comme ça que ça fonctionne mieux. Et ceux qui ont voulu
considérer que ça n'existait pas et parler directement avec le peuple, on voit bien qu'on se retrouve dans la situation bloquée dans laquelle on est avec un ministre de l'Intérieur, je reviens au début, qui explique qu'il faut des blindés dans la rue. Enfin, on est en France et le sujet c'est de mettre des blindés dans les rues. Et ça veut dire que ça ne va pas du tout et que ça n'est pas du tout bien géré. C'est une faute politique que d'en être réduit à ce genre de situation. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux bien avant, anticiper les choses, dialoguer, faire les choses de manière respectueuse. Parce que le seul moment où le pouvoir d'Emmanuel Macron a vraiment reculé, et je le regrette, c'est pendant les Gilets jaunes. Absolument. 17 milliards. Après, pour le coup, des actes de violence extrêmement tristes. Et donc, si le seul message qu'on envoie, c'est que quand les mobilisations sont pacifiques, massives, quand il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on s'obstine, la conclusion qui vient de manière assez naturelle, quand il n'y a pas de débouché politique, c'est, vous voyez bien, la seule manière de se faire entendre, c'est la violence. Et ça, je trouve que ce serait vraiment une catastrophe. On est en France, comme vous l'avez dit. Et Olivier Faure a-t-il eu raison de demander à ce qu'il y ait des drapeaux palestiniens devant les mairies le 22 septembre ? Alors, j'ai vu que la loi l'interdisait. Non, la loi l'autorise totalement. On peut totalement mettre le drapeau d'un autre pays avec le drapeau français. Moi, mon sujet, c'est les gens qui sont à Gaza. Aujourd'hui, on est dans une situation de génocide. Mais bien oui, sûr. non, mais pardon. Et je le dis parce que, en fait, et je pense que tous mes collègues qui parlent avec nos collègues qui sont sur place n'en reviennent pas que cette situation puisse continuer et en être. Vous avez des tensions dans un certain situation. nombre de municipalités parce qu'il y a une forme d'importation du conflit en France. La situation, c'est pas d'importer le conflit, la situation, c'est de sauver des vies. Si on C'est de demande aux sauver Juifs des des vies. comptes sur Pardon, mais c'est de Israël. sauver des vies. Non, mais C'est des il y a milliers deux d'enfants. choses distinctes. Non, mais c'est pas distinct. C'est Mais pas bien sûr distinct. que si. C'est Si on demande prioritaire. des comptes à toute personne C'est juive prioritaire. Vous sur avez le rapport parfaitement à, raison, sur ce mais rapport à je trouve que Israël. vous demande autre. C'était. Oui, moi, ça peut pardon, mais envenimer quand les on choses, parle de c'est ce tout. sujet, je ne peux pas ne pas penser à la réalité de ce que vivent aujourd'hui les habitants de Gaza sous nos yeux, en connaissance de cause de l'ampleur de ce qui s'y passe. Parfait. Et donc, il faut absolument que J'entends. l'Union européenne Est-ce le aille meilleur- plus loin. D'accord. Aille plus loin et que nous soyons tous déterminés à arrêter ce massacre et le plus rapidement possible Très bien. et à ne pas se perdre dans Parfait. des polémiques J'entends. franco-françaises. En tout cas, moi, ça, je peux pas. C'est Pardon, pas mais une là, polémique franco-française. Pardon, on aurait C'est pu juste de dire, se par qu'on exemple- protège un certain nombre de personnes qui sont sur le territoire français en essayant de ne pas les assigner à se justifier par rapport à Israël. non, mais ça, Parce c'est qu'être juif, encore ça un peut autre. être pour Israël. C'est Non, encore mais un si. autre sujet. Mais bien sûr que si, avec les drapeaux. Moi, Vous savez bien que c'est pas une polémique. On n'est pas passionné par des trucs débiles. De savoir si c'est marrant de mettre Non, un mais drapeau. moi, qu'il y ait une résurgence de l'antisémitisme affreux, y compris dans la jeunesse, qui me tord le bide au plus haut degré, c'est une réalité. Mais parallèlement, parler de ce sujet, aujourd'hui, c'est parler des vies qui s'éteignent heure après heure sous les bombardements à Gaza. Et ça, vraiment, Madame Sacré, Mais c'est ce qu'on fait. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est de parler à ses collègues qui sont des humanitaires aguerris, qui travaillent Laissez depuis entendre, 30 ans. laissez entendre que ça ne nous intéresserait Mais non, pas et que mais ça ne je toucherait ne pas peux parce pas. qu'on vous pose une question politique me paraît Mais un c'est peu pas une question, exagéré. c'est pas une question politique. Parler de et donc si mettre des drapeaux peut faire d'une manière ou d'une autre avancer le sujet, mettons des drapeaux. On peut mettre les deux. On peut mettre un drapeau palestinien, un drapeau Ouais, mais là, israélien. aujourd'hui, le sujet, pour le coup, de cette date-là, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine, qui est une bonne Le 7 décision octobre, il y avait d'Emmanuel le drapeau Macron. israélien, d'accord. Après, il y a eu ça, Le il n'y a pas eu sujet, de Si, vague. sur la Tour Eiffel. Enfin, je comprends pas. Non, mais attendez. Le sujet, c'est le reconnaître pour une solution à deux États. Bien sûr. Donc on peut mettre deux États, deux drapeaux. Enfin, si vous voulez, mon sujet, c'est pas ça. Mon sujet, moi, c'est de vous dire que quand on parle de ça, on parle de vies qui s'éteignent jour après jour sous les bombardements à Gaza avec une politique menée qui est abjecte et dramatique. Quand on parle d'autre chose, en fait, on ne parle pas de ça. Peut-être parce que certains se lassent, peut-être que, et c'est invraisemblable d'imaginer qu'on puisse considérer que c'est un sujet qui devient presque banal. Non, c'est un génocide, c'est pas banal. Merci beaucoup Cécile Duflot d'avoir accepté notre invitation. Merci Nathalie. Cécile, on est très en retard. Votre journal 19h59.